Madame Amhis, c'est un bonheur de vous retrouver autour un échange à bâton rompu autour de la culture, la langue, la famille, la terre, la Méditerranée, l'Afrique. Qu'est-ce qui vous interpelle? Comment vous dire, moi j'appartiens à une société patriarcale. Donc très jeune, j'ai pris conscience de ce qui se passait dans mon environnement. Donc j'ai été marquée par des événements qui peuvent paraître anodins pour certains, mais qui constituent une empreinte. Dans la société patriarcale, le sort qui était fait aux femmes était vraiment insupportable pour moi, parce que je n'accepte pas qu'on réduise la femme à un rien. Et dans mon travail, je ne suis pas féministe, mais je dis qu'il faut donner une visibilité aux femmes. Parce que jusque-là, dans notre société, et dans des sociétés plus ailleurs, il y a quelques années, premièrement, elles ne sont pas nommées, elles n'ont pas droit à la parole, elles sont effacées et elles sont oubliées, alors qu'elles constituent une force, je dirais tellurique en réalité, de notre pays. Ce sont des femmes de devoir, ce sont des femmes qui ont été capables d'accomplir de grandes choses, même pendant la Révolution, mais malheureusement, le temps de l'histoire est toujours un temps où les repères vont transformer le statut qui est donné aux femmes. Moi, ce qui me fait mal actuellement, et c'est pour ça que je fais de la culture, que je fais des conférences, pour mettre en avant l'aliénation des femmes. Elles ont intégré leur infériorité, elles ont intégré leur soumission, et c'est là que les idéologies religieuses ont joué un rôle catastrophique. Je me suis intéressée à Seljubar, dans Loin de Médine, parce que sa démarche m'avait paru très très intéressante. Elle a vu venir que dans la société actuelle, c'était les femmes qui allaient payer le prix fort, et surtout la régression. D'ailleurs, Assia Djebar, elle est comme vous, elle n'aime pas le mot féminisme, et pourtant elle dit, face à l'oppression, même une pierre est féministe. Elle le dit. Oui, même une pierre est féministe, mais dans le sens où la pierre a une valeur symbolique chez nous. Il y a un livre qui est magnifique, qui a été écrit sur la pierre de patience. Et la pierre de patience symbolise la femme, devenue objet, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui n'a pas droit à la parole, et qui, à force d'entendre et de subir, elle éclate. Ça, c'est vraiment au niveau symbolique extrêmement fort. Je voulais donner d'abord, premièrement, une visibilité aux femmes, qu'elles existent. Deuxièmement, en plus de la visibilité, je voulais les faire émerger en tant que personnes entières, ni sorties de la côte de l'homme, ni la moitié de l'homme, ni la complémentaire de l'homme. J'estime que c'est un être à part entière, mais que les religions, et je dis bien les religions, lui ont toujours fait un mauvais sort. Maintenant, la question, donc, d'abord leur donner une visibilité. Ensuite, montrer d'abord qu'elles existent. Ce droit à l'existence me paraît très important. Maintenant, lorsqu'on pense au statut des femmes, j'ai entendu récemment une interview où quelqu'un disait « Comment vous voulez l'égalité hommes et femmes? C'est pas possible, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. » Il confond ce qu'on appelle la distinction biologique avec la revendication des femmes, c'est-à-dire une égalité en droit, en politique, en culturel, le droit d'exister simplement. Maintenant, les interventions que j'ai faites sur Assia Djebar, c'est le rapport au corps. Chez les musulmans, il y a une obsession du corps. Le corps qu'il faut cacher, le corps qui est démoniaque, et puis
cette idée qui remonte au mythe fondateur. Mais quand vous parlez du corps, l'actualité veut aussi qu'on parle du corps, puisque le corps, c'est même plus l'homme qui va dans l'aliénation de cette obsession du corps, c'est la femme elle-même qui offre sur un plateau d'argent la soumission au corps. On le voit symboliquement, on le voit par rapport à certaines traditions, certaines habitudes qui nous viennent de l'étranger, qui viennent plus précisément. Là, je voudrais qu'on évacue le problème de l'étranger, je veux dire pourquoi. Parce que ce qui nous est projeté à l'écran occidental, ce n'est pas la réalité quotidienne. D'accord. Donc la femme est devenue un enjeu de publicité et une espèce de liberté que nous, je dis pas les musulmans, que nous les Algériennes, on n'accepte pas parce qu'il y a une valeur forte chez nous qui est la pudeur. Et on peut se placer quand même, sans nous renvoyer constamment à l'Occident, dire que nous sommes à une époque charnière de l'évolution historique. En fait, j'allais pas vous envoyer à l'Occident, j'allais vous envoyer en Arabie Saoudite, là où la femme, elle est complètement voilée. Et aujourd'hui, on limite un petit peu. Symboliquement... Donc, il y a un rapport au corps. Voilà. Il y a un rapport au corps qui est obsessionnel. La femme, et ça remonte à la mythologie lointaine, au mythe fondateur de Ève séductrice. Ouais. C'est ça, Ensuite, il y a eu Lilith aussi, qui a été considérée comme une séductrice, etc. Là, il faut remonter donc au mythe fondateur. Alors, donner la visibilité, c'est vrai, et surtout leur accorder l'importance. Mais toutes les religions ont fait un mauvais sort aux femmes. Tertullien, c'est Assadjebar qui le cite dans son discours à l'Académie française, disait une femme qui ne se couvre pas la tête est, excusez-moi, une prostituée. Ah oui. Après, il dit encore, une femme qui ne se couvre pas les cheveux, elle n'est pas vierge. Voilà. Alors, quand vous entendez des discours aussi misogynes, ça vous fait mal. Maintenant, dans ces rapports hommes-femmes, on parle de rapports sociaux. Moi, j'insiste beaucoup pour la connaissance de l'un et de l'autre. Un homme et une femme ne se connaissent pas en réalité, et le fait qu'il n'y a pas de dialogue profond, ça développe des attitudes de mépris. Vous voulez dire la femme avec son mari ou la femme avec le masculin féminin? Je parle homme les et deux femme. Genres. Écoutez, regardez par exemple, une femme ne connaît rien de la psychologie masculine. Un homme ne connaît rien de la psychologie féminine et vous voulez que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Donc, à ce moment-là, on développe du mépris, de la haine, des rejets. Donc, moi, je vous avoue que j'ai toujours, comme à Saint-Hubert, prôné le couple, la vie en couple. Je trouve inadmissible que l'on soit l'un à côté de l'autre, que le mariage soit un contrat économique. Je pense qu'il y a plus que ça. Il y a quand même, en plus de l'entente, il y a une compréhension, mais surtout le respect de l'un et de l'autre. J'ai été souvent interviewée et j'ai dit nous étions égaux dans la différence. Avec vos tripes, la femme, et on le sent, mais vraiment avec beaucoup d'émotions en même temps. Vous vous exprimez avec beaucoup d'émotions et puis avec beaucoup de devoirs, avec beaucoup de responsabilités. Mais qu'en est-il de votre vie avec l'homme que vous avez aimé, votre mari, Monsieur Amriz? On a envie d'avoir un petit secret sur cette relation. Comme dit Tahar Ben Jelloun, le premier homme est toujours le dernier. Mon mari, je l'ai connu selon la tradition, par des interventions familiales. Mais comme disait un philosophe à l'époque, il disait ça sert à rien de fiançailles longues parce que dans les fiançailles longues, chacun joue un rôle, chacun donne une image, mais la réalité de la vie en commun, c'est autre chose. Donc, c'était un mariage donc traditionnel, mais comme j'étais mûre, que j'avais vu autour de moi plein de choses négatives, j'avais juré en mon âme et conscience que je ferais tout pour fonder un foyer équilibré. Et c'est comme ça qu'il faut dire aussi que j'ai eu un mari extraordinaire qui était à l'écoute, ce qui est rare, qui ne m'a jamais contrariée,
qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, dans les tâches quotidiennes, hein, vraiment, sans que je lui demande. C'est un problème de responsabilité. Donc, de ce côté-là, je vous avoue que nous avons tout fait pour être un couple. Ça, c'est important. C'est pour ça que, lorsqu'il est parti, ça a été pour moi une grande fracture. Moi, je voulais surtout insister sur le fait que ce sont les femmes qui créent leurs propres problèmes. Et il faut poser ce point. À ce point. Oui, il faut poser ce problème en termes de responsabilité. Elles sont responsables, elles-mêmes. Beaucoup de gens m'ont dit, mais comment as-tu fait pour voyager, pour faire tout ce que tu as fait? Je leur ai dit, premièrement, lorsque j'ai pris conscience de deux choses, de la peur et de la culpabilité. De quoi aurais-je peur? Ouais. Et on va aborder le problème de la peur. L'homme aussi a peur des femmes. Et de quoi aurais-je peur? Et de quoi suis-je coupable? À ce moment-là, quand vous vous restructurez par rapport à l'éducation que vous avez reçue, vous gagnez sur le terrain une véritable indépendance. C'est ça l'indépendance. Vous savez, quand je dis l'indépendance des femmes, ce n'est pas de pouvoir aller manger au restaurant, c'est pas ça. Moi, j'étais une femme très libre. Je savais que je pouvais sortir quand je voudrais. C'est ça la liberté. Tandis que dès que vous brimez la liberté de quelqu'un, il va trouver d'autres stratégies pour s'en sortir. C'est humain, c'est humain. Voilà donc en gros. Donc, et je crois que ce sont souvent les femmes qui font le blocage. Et en plus je vous écoute, Madame Amhis, plus je réalise que nous sommes une société assez complexe, assez riche, assez plurielle, assez aussi de challenge aussi. Divers. Absolument. Alors à ce moment-là, on ne pose plus les problèmes en termes de pouvoir, parce que la femme aussi, elle veut exercer un pouvoir. C'est comme quand dans les changements politiques, la peur de tomber dans la dictature du prolétariat. Hein? Moi, j'ai entendu des femmes pas très instruites. Ah, moi, quand je me marierai, j'écraserai mon mari. Alors ça me révolte. Ouais. C'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème. Le problème, je pense que dans la connaissance mutuelle, le respect mutuel, dans la mesure où vous êtes respecté, on vous respecte. Je crois que c'est au plan des valeurs que le problème doit être posé. Maintenant, le problème des rapports sociaux, on a des images. Et comment vous voyez la société aujourd'hui par rapport à la société traditionnelle? Parce que quelques années en arrière, la société était quand même assez conservatrice, assez un bloc monolithique, tout le monde avait le même... Oui, c'est comme les partis politiques. Hein, voilà, tout le monde avait... Aujourd'hui, c'est vrai que le féminin, il va à l'université, voilà, la féministe, elle dit « je vais écraser comme vous le dites » ou « je vais me soumettre ». Mais on voit que la femme, avec elle-même, elle est soumise à quelque chose. Elle est soumise, on la voit, on n'a qu'à évaluer le phénomène du voile. Comment ça se fait qu'elle reprend le voile? Elle a intégré des images qui sont indélébiles. Et c'est une empreinte, c'est un matraquage idéologique depuis des siècles. Maintenant, comme disait le professeur Harkoun, il faudrait parler des femmes en dehors de l'idéologie, en dehors de la religion. Absolument. Et en dehors des contraintes sociales. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'elle est prise dans une sorte de modèle, elle est formatée. Il y a eu des écrivains qui vous ont un petit peu contaminé cet amour de l'écriture. On voit que vous avez dans la collection Empreinte qui est aux éditions Casbah, vous avez abordé quasiment toute la littérature algérienne classique, de Féraoun jusqu'au... Pourquoi ? Parce que j'ai voulu combler un vide intellectuel et culturel. Parce que l'école a failli à ce moment-là. C'était une véritable révolution linguistique. Donc, je ne voulais pas que ça aille dans l'oubli. Parce que quand on perd ses repères, on perd l'âme d'un peuple. Et ça, c'est important. Tout récemment, j'avais un petit jeune homme. Il m'a dit « Madame, je viens de lire Le Fils du pauvre. Je ne savais pas que ça existait, ces choses-là. » Vous voyez, donc, ça, c'est important. Donc, prendre conscience de la peur, de la culpabilité, tout ça, ça a été forgé par
des mythes fondateurs, la femme diablesse, la femme, etc., etc. Pécheresse. Oui, et puis la séductrice, la peur de la Tentatrice. séduction. Absolument. La peur de la séduction. Ça, c'est donc une réflexion sur le féminin. Dès lors que l'histoire de la peur et de la culpabilité sont cernées, pour vous, il y a l'équilibre entre les deux. Absolument, parce qu'à ce moment-là, j'ai une autre image de moi et je renvoie une autre image à l'autre. Ouais. D'ailleurs, dans les petits poèmes que j'avais écrits dans le chant de la citerne, être soi, être lui-même, mais être chacun dans sa différence. Absolument. Ça ne s'est jamais posé pour moi en termes de pouvoir. D'abord, il faut penser aussi qu'elle a l'importance de la culture et du niveau d'instruction. Ça, c'est important. Souvent, des femmes ont des idées fausses et assurent mal leur féminité. Une amie m'a raconté un jour, elle m'a dit, j'ai voulu être tout le contraire de ce que font de l'image que l'on a des femmes comment dire, hypocrites, des femmes, etc., etc. Elle me dit, j'ai fait ça toute ma vie, mais je me suis rendu compte que l'atavisme était là et que rien ne peut changer. Et c'est ça la force atavique. Maintenant, l'homme a peur des femmes, c'est d'abord les mythes fondateurs qui ont créé ça, et puis le fait que la femme enfante. La femme peut assurer pendant les guerres, pendant les révolutions, mais il y a eu toute une évolution quand même qui ont fait que petit à petit, comme dit Assia Djebar, il faut les faire émerger à la lumière. Il faut qu'elles soient visibles. Il faut qu'elles soient visibles. D'ailleurs, vous avez donné beaucoup la visibilité à Assia Djebar par le livre, cette figure de l'aube. Oui. Ça a été un travail que j'ai lu attentivement. Oui. Il est merveilleux. Vous rentrez pratiquement dans quasiment son œuvre, mais c'était justement surtout certains livres qui vous ont marqué d'Assia Djebar. La qualité pour mes livres, on peut lire mes livres comme ça, mais moi je m'adresse à des jeunes pour qu'ils donnent du sens aux mots et qu'ils fassent l'ancrage dans une société, parce qu'ils n'ont pas connu ces sociétés. Quand on lit La colline oubliée, il y a eu le film, il y a eu... les jeunes se rendent compte que c'était autre chose qui a existé, et il faut rétablir les jalons historiques. Ouais. Moi j'ai dit il faut rétablir les chaînes, quoi. Des réflexions sur des mots, sur des états des lieux, sur le féminin, sur la femme depuis le commencement. Un peu, deux axes vous ont interpellé, vous parlez de la peur et la culpabilité. Et Dieu seul sait, en vous écoutant attentivement, je vois un petit peu l'histoire de l'humanité, comment elle se déroule à partir de ces deux axes fondamentaux et très importants. Oui, lorsque j'aborde le problème de l'émancipation des femmes, la question que je pose, et les questions se sont toujours posées mais elles n'ont pas toujours eu de réponse, ça aussi c'est important, comment créer les conditions favorables à l'émancipation de la femme? Or, je reviens, changer le regard de l'autre. Or, si la femme se bat toute seule, le problème est mal posé. Il faut que ce soit dans la complicité de couple, de couple homme-femme. Mm-hmm. À quoi ça sert qu'une femme elle milite alors que regardez le 8 mars. Ouais. Moi je fais un 8 mars culturel à la maison. Mais ces femmes qui sortent, qui vont au restaurant, etc. Bon, mais regardez le regard des hommes, se moquent. Absolument. Se moquent. Donc, c'est vrai qu'on a galvaudé aussi l'histoire du 8 mars. Mais oui, mais donc... on l'a ridiculisé, parce que, bon, est-ce qu'on s'est fait pour manger ou pour faire un peu le bilan, ou pour vraiment avancer? Mais les rapports hommes-femmes se posent en termes d'enjeux de pouvoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que le problème il est mal posé, parce que quelqu'un qui a le pouvoir, il va l'exercer, il ne le lâchera jamais. C'est pour ça que les femmes sont obligées de combattre. Elles sont obligées de combattre parce que l'autre ne lâchera jamais le pouvoir. Maintenant, je pose la question, que ce soit dans un problème politique ou pas,
le pouvoir, qu'est-ce que ça apporte? Or, le pouvoir, on est porté à en abuser. Absolument. En abuser, et on ne lâche pas le pouvoir. Nous avons l'exemple quotidien. Je donne un exemple quotidien. Donc, l'émancipation des femmes ne peut se faire qu'avec le progrès humain, avec le progrès de la société. Maintenant, nous étions sur une lancée avant de 62 à 80. Il y avait vraiment une avancée extraordinaire. Je me souviens de la faculté de l'époque, des femmes, des femmes pilotes, des métiers extraordinaires, etc. Maintenant, les femmes, où est-ce qu'elles se trompent? Elles veulent égaler les hommes. Je crois que le problème là, il est mal posé. Hein? Qu'elles s'assument d'abord elles-mêmes, ça c'est très important. Mais ça va être difficile parce qu'il y a des images qui ont été prégnantes. Quand on parle de l'empreinte, c'est difficile. Alors, il faudrait pouvoir ne pas vouloir être perfectionniste comme pendant la colonisation. Hein? Elles évoluent dans une société dite moderne avec une pensée archaïque. Voilà. C'est ça, le grand drame. On est arrivé, les femmes, brutalement, ont été projetées dans un autre monde, un monde patriarcal avec des règles, et puis tout d'un coup, elles s'ouvrent à, entre guillemets, une liberté. Elles pensent être libres lorsqu'elles ont mis le hijab, c'est faux, elles ne sont pas libres. Ça leur permet de sortir, c'est vrai, mais ça ne leur donne pas la liberté au sens complet du terme. On peut prendre le hijab comme une liberté aussi, mais ce qui est un peu peut-être objet de réflexion, comme vous le dites si bien, pourquoi la masse des femmes algériennes le portent? Pourquoi la masse des filles, des collégiennes, des lycéennes, des universitaires le portent, Madame Amhi? C'est ça l'objet de la réflexion. Ne pas oublier le terrorisme, ne pas oublier l'influence du quartier. Un jeune de 18 ans vous agresse une femme parce qu'elle n'est pas dans le moule qui est proposé par la conjoncture du moment. Donc, ce n'est pas toujours par conviction, d'autant que Fatima Mernissi a beaucoup écrit sur le voile, etc. Comme disait un grand religieux, enlevez-leur ce hijab qui leur cache Dieu. Vous voyez, c'est important. Il dénonce l'hypocrisie. Vous pensez que le voile est porté pour l'autre, plus que pour soi, ou pour soi, plus que pour l'autre? Oui. Comment C'est un phénomène de société, tout simplement. Et qui va s'estomper avec le temps, vous pensez? Ou alors non, on va encore se cacher davantage? Il faudrait que les institutions jouent leur rôle. Revenons un petit peu sur Fatma Mansour, sur Taoussa Amrouche, et cette troisième, bien sûr, qui vient après, Assia Djebar. Qu'est-ce qu'elle sent pour vous? Et Dieu seul sait que vous correspondez un petit peu. Ce sont vraiment des femmes emblématiques. Qui étaient en avance sur leur temps, elles étaient avant-gardistes. Restant sur Taoussa Amrouche, hein. Par exemple, cette voix, Taoussa Amrouche, il est le produit de sa mère. Il faut savoir aussi que Fatma Mansour a eu accès à l'école française, parce qu'elle n'allait pas à l'école coranique, donc le français leur a permis une ouverture. Et c'est une femme qui a pris conscience très tôt de la richesse de son patrimoine et qui l'a transmis à ses enfants. Que ce soit Mouhou, Amrouche, son fils, ou Taous, elles ont pris la relève en sauvegardant le patrimoine ancestral. Et c'est vrai qu'elles ont fait un travail extraordinaire. Surtout Jean Mouhou Bamrouche. Absolument, le poète, celui qui a interviewé les grands. Etc. Absolument. D'ailleurs, première conférence que j'ai faite, on m'avait demandé, que je voulais de moi-même, c'est moi qui ai décidé, c'est de parler de Mouhou Bamrouche. J'ai travaillé longtemps sur je l'avais intitulée Voix d'un homme, voix des hommes, voix d'un peuple. Et j'ai eu la chance qu'elle a été acceptée dans une revue française qui s'appelle Passerelle,
avec des noms prestigieux comme Benjamin Stora, etc. Et c'est ça qui m'a encouragée. Là, donc, c'est pour moi des femmes modèles qui ont eu le courage d'être des femmes avant tout. D'ailleurs, sa fille Laurence Bordier, quand elle dit ma mère, c'est Athéna, c'est la voix de cette terre qui sort de ses chants. D'ailleurs, j'en parle, je crois, dans Disait, c'est une véritable. Elle est tellurique. Pour le mot tellurique, il est très, très puissant. Absolument. Très puissant. Absolument. On appartient à cette terre depuis des millénaires. Lorsqu'elle dit ma mère l'Afrique, c'est vraiment. C'est pour ça que l'attachement à la terre est viscéral. Il y aura toujours de la résistance pour le défendre. Maintenant, il faut se défendre encore. Voilà. Absolument. Mais les femmes qui m'ont marqué, ça a été Fatima Mernissi, Taossam Rouge. Parlez-moi un peu de Mernissi. Il y a eu une rencontre avec Fatima Mernissi. On a travaillé 10 jours avec elle, dans un atelier d'écriture à Rabat. Ça a été une femme extraordinaire, très riche. Et puis, bon, elle était plus ou moins interdite dans son pays, mais elle a continué à faire des choses. Surtout ses livres sur... Elle est allée comme à Sadjebar aux sources en arabe. Et le harem politique, tout ça, c'est des livres qu'il faut garder comme livres de chevet, quoi. Et celle-là aussi m'avait marqué. Notre femme qui m'a marqué aussi, c'est Nawal Saadawi. Ça, c'est... Quand on lit... Vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée. C'est une femme d'une simplicité extraordinaire. Je l'ai rencontrée au moment où elle était déjà en exil par rapport à l'Égypte. Elle partait sur l'Amérique. C'est malheureux qu'on n'accepte pas que des femmes comme ça aient pignon sur eux. C'est malheureux parce que c'est quand même une valeur d'exemple. C'est-à-dire ces femmes-là qui sont un petit peu... C'est des femmes emblématiques. Parce que voilà, la fille d'aujourd'hui a besoin peut-être d'un modèle, et le modèle, je pense que c'est... on a besoin d'un modèle, en fait. J'ai travaillé beaucoup dans mes interventions sur les repères. En histoire, les repères changent. Il faut se créer d'autres repères. Et je crois que la perte avant, je râlais beaucoup sur le poids des règles patriarcales. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai de cette jeunesse perdue, je me dis, je comprends maintenant la force et la valeur de cette éducation. Oui. Mais il ne faut pas toujours aller dans l'excès. Moi, je suis pour le juste milieu. Je viens d'écrire un petit article sur vivre ensemble, vivre mieux. Et ça m'a toujours été dans mon éducation. Mon père disait toujours, parce que lui, il était très imprégné un peu du soufisme. Il disait, il faut ni trop haut ni trop bas, rester toujours dans le juste milieu. Absolument. Or, entre répression et permissivité, dans l'excès, ça produit les mêmes effets. La langue berbère, que peut-on dire de la langue berbère défendue par Mamri, aujourd'hui la deuxième langue nationale? Oui, la langue, vous trouvez quelques passages d'un livre de Jean Calvé qui s'appelle La guerre des langues. Les langues rentrent aussi comme un jeu de pouvoir. Regardez par exemple le latin ailleurs. Le latin permettait de donner un statut à ceux qui le maîtrisaient et en même temps, il devenait objet d'admiration à ceux qui étaient ignorants. C'est un peu ce qui nous arrive. Nous arrive. Donc, le problème des langues, beaucoup de choses ont été écrites. Il faut lire le livre de Taleb Ibrahimi, l'a écrit un livre. Je crois que la langue maternelle, on n'a pas le droit de couper le cordon ombilical. Quand on coupe le cordon ombilical, d'ailleurs, quand on lit Le Grain magique, dans Le Grain magique... paru en 65, je pense. Oui, de Taossam Rouge. C'est Kateb Yassine qui l'a bien décrypté. Dans Le Grain magique, la maman lui donne un grain magique, lui dit, tant que tu seras en contact avec moi, il ne t'arrivera rien. Et elle part avec une servante africaine noire.
elle va à la recherche de ses frères, Mais sa servante, alors là aussi le problème du noir, on ne peut pas appeler ça du racisme, c'était un état de fait. Absolument. C'était un état de fait. Et alors la maman lui recommande, alors bien sûr là ça choque, maman lui dit attention tu rencontreras 2 fontaines, hein? L'une pour les blanches, c'est l'apartheid, il faut le reconnaître, l'apartheid, etc. Et la servante la fait tomber et la fille perd le grain magique. Elle a perdu le contact. Donc on lui a coupé, si vous voulez, le cordon ombilical. On revient à cette idée de l'Algérie. Donc elle perd la sécurité et c'est le désordre qui va s'installer puisqu'elle va devenir servante chez ses propres frères. Voilà. C'est une belle analyse de Kateb Yassine que j'ai reprise souvent. Bon, voilà, les contes ont enrichi l'imaginaire des Algériens. Les chants, la poésie. Moi, j'ai commencé, je peux le dire, je ne me vante jamais, mais j'ai été une des pionnières à parler des contes il y a 35 ans. On faisait des petites réunions. Moi, je faisais dans les cybercafés. Moi, je faisais la partie théorique, expliquée. Il y avait Jazia. Oui, l'islam. Elle a beaucoup donné. Elle racontait. Il y avait Flora qui faisait les chants. Oh, magnifique voix. Et bien, vous voyez, ça avait un succès fou. Puis ensuite, beaucoup de gens ont suivi. C'est ça, d'être une sorte de catalyseur, quoi. C'est bien. Absolument. Mais la culture, c'est important. Oui. Est-ce qu'on est dans des réflexions? Le livre, pour vous, c'est quoi? C'est votre vie? Ah, oui. C'est ma folie. Tempo de la respiration, savez, comme elle dit. D'où ça me vient. J'avais 7 ans. J'étais dans la région de Soukaras et j'ai appris jusqu'à 7 ans le français dans la classe de mon père. On n'était que 2 filles, ma sœur et moi, et les autres c'était tous des garçons de cela. Et quand j'ai su lire, j'avais envie de lire autre chose. Il n'y avait rien. J'ai fouillé dans une bibliothèque, une vieille bibliothèque. J'ai trouvé 2 livres. On se demandait ce que venaient faire ces 2 livres dans cette brousse. C'était L'Orme du Mail d'Anatole France et une pièce de théâtre de Laurent Zaciot de Musset. Et je me cassais la tête. Qu'est-ce que c'est que l'orme? Qu'est-ce que c'est que le mail? Oui. Les mots étaient pour moi... Important. Précieux. Important. Je vous assure, c'était une frustration extrême. Puis après, quand on est venu dans un village de la colonisation, que je suis allé à l'école française, là, il y avait des bibliothèques, il y avait des enseignants. Et c'était votre bonheur. Ah oui. Le livre, c'est votre bonheur. Je ne faisais que ça, au point que ma mère, elle se plaignait que les livres lui avaient enlevé sa fille, mais enfin... À ce point, il y avait... Ah, je lisais beaucoup. Oui. Je lisais beaucoup. Donc on comprend votre fougue, votre travail, votre passion, comment vous avez installé toute la littérature algérienne par la collection Empreinte. Oui, mais pas seulement littérature algérienne, j'ai beaucoup lu littérature sud-américaine, littérature russe. Parlez-moi des auteurs qui vous ont marqué de la littérature mondiale. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Guérépé, c'est Dostoïevski, ce qui m'a marqué aussi, c'est Hemingway. Oui. Gabriel Marquez, absolument. Coelho, tout ça. Mais j'ai beaucoup lu. Je lisais tout. Parce qu'à l'époque, il y avait des bibliothèques. On allait à la bibliothèque. Et là, maintenant que je suis un peu plus libre, je lis des livres que j'ai achetés, que je n'ai pas lus. Et je voudrais m'intéresser aux livres de toute cette jeunesse. Absolument. Il faut du temps, d'autres prendront la relève, quoi.